On va démarrer cette démo avec la création du projet. En nom de projet, on va le nommer Project Kit. Donc ici dans Advance, s'assurer que vous avez bien coché Git. On crée le projet. Voilà. Donc premier changement effectivement au niveau des repositories. Ici on voit notre repository par défaut. Vous avez toujours la possibilité de créer plusieurs repositories. Vous pouvez même en créer un sur TFVC. Pour l'instant, on va rester sur celui-là. Ici, Azure DevOps nous propose quelques commandes pour aller un peu plus vite. Si jamais on souhaite le cloner, ce repository, pousser, c'est un peu pareil si on souhaite en fait pousser un repository existant dans celui-là. Vous l'avez aussi avec la commande import, où là il suffit de renseigner une URL et si c'est protégé, un username, un password ou bien PAT, c'est un jeton, un token. Très important de définir un gitignore. Donc, par défaut, il va ajouter un readme. Bon, on peut le laisser, c'est toujours sympa d'avoir un petit fichier texte introduisant le projet. Et ici, vous allez choisir une technologie sur laquelle vous travaillez. Sachant que Git est très très populaire, on a énormément de choix. Normalement, vous devriez trouver votre bonheur. Me concernant, ça va être Visual Studio pour les projets .NET. Et à partir de ce moment-là, on peut cliquer sur Initialiser. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer en initialisant? Azure DevOps a automatiquement poussé deux fichiers, le gitignore et le readme. Si on va voir dans commit, on peut voir ce commit contenant les deux fichiers. On peut voir que tout est vert parce que ces fichiers sont nouveaux, ils n'existaient pas avant, donc tout a été créé. Un signe de création, c'est qu'on a le plus et que c'est vert. Si je reviens ici, ce qu'on voit écrit là, en fait, c'est le contenu du README qui est affiché pour la description du projet. Donc, vous pouvez directement modifier ces fichiers-là. L'éditeur, il faut effectivement cliquer sur Edit. Et quand vous faites commit, pour sauvegarder, en fait, il faut faire des commits. Voilà, pour l'instant, je vais annuler mes changements. Mais voilà, si vous avez besoin de faire des petites modifications, vous pouvez le faire à travers l'interface web Azure DevOps. Il est quand même recommandé de le faire depuis un éditeur. Ensuite, on va explorer un petit peu l'interface de Azure DevOps. Ici, on a donc les files. Là, au niveau des files, ce qui reste à mentionner, c'est la possibilité de configurer directement une build. Donc ça, on verra ça plus tard. On peut cloner le projet. Si vous souhaitez le cloner dans votre en ligne de commande Git, vous avez directement l'URL. Ou bien vous pouvez le cloner depuis un IDE. Vous pouvez choisir et cliquer Clone in VS Code. Vous avez la possibilité de faire des forks. Donc ça va être vraiment... on prend le projet en l'état actuel et on vient initialiser un nouveau projet sur lequel il aura une vie indépendante. Donc on sort du projet en fait, hein, c'est pas une branche. Vous pouvez créer des nouveaux fichiers, folders, télécharger des fichiers ou bien télécharger tout le repo en tant que zip. Voilà, il n'y a pas plus sur cette partie file. On va regarder à présent la partie commit. Donc le commit initial qui apparaît ici.
Pour l'instant c'est un peu vide, donc c'est vrai que on verra sur d'autres projets quand c'est un peu plus fourni à quoi ça ressemble. La partie des push. Alors les commits, c'est donc quand je valide des parties de mon code et que je souhaite créer un commit, je vais donc le commit, mais ça ne veut pas dire que le commit est envoyé sur le serveur. Il est envoyé sur le serveur à partir du moment où je fais un push. Donc ici, on va vraiment avoir l'historique des push envoyés sur le serveur. Et donc, vu qu'un push, c'est un ensemble de un ou plusieurs commits, dans celui, le commit initial, on peut voir mon push, et il y a forcément un seul commit, l'initial. Et on voit du coup mon commit. Mais ici, je pourrais avoir une liste de commits. Les branches, donc on va regarder ça juste après un petit peu au niveau de la configuration. Les tags, super intéressant quand on veut automatiquement identifier des commits ou bien généralement on les utilise une fois qu'on a déployé, une fois qu'on vient de déployer master, on va la taguer en disant voilà, à partir de cette PR, de cette version de master, c'est celle-là qui est en prod. Et enfin les pull requests qui sont le nerf de la guerre quand on est des développeurs. C'est là-dessus qu'on passe notre temps. Une fois qu'on a terminé de travailler sur une fonctionnalité ou un bug, on vient créer une pull request. Alors, pour aller un petit peu plus loin en suivant, on va regarder, on va venir appliquer les bonnes pratiques de Gitflow. Et pour ce faire, il faut commencer par créer une nouvelle branche. Pour ça, on va l'appeler develop. Basé sur main, il n'y a pas de work item associé. Voilà, je pourrais lier des work items à chaque fois que je fais des commits. Ici, on est vraiment sur de la structure de projet, donc ça n'a pas vraiment de sens. Dès qu'on crée une branche develop, on peut voir ici quelque chose qu'on n'avait pas sur la master, c'est le behind and ahead, qui est en fait la comparaison de la branche develop vis-à-vis de la branche référentielle. Donc la branche référentielle, c'est celle qui a le tag compare. Et vis-à-vis de ce référentiel là, est-ce que voilà, on est devant ou en arrière vis-à-vis de combien de commits, etc. Donc super intéressant pour regarder un petit peu les évolutions. Pour appliquer Gitflow, on va venir changer le default et le compare. Alors le compare, on l'a expliqué, le default c'est pour indiquer quelle est la branche par défaut lorsqu'on fait un git clone qu'on vient récupérer. Par défaut, là on va récupérer la main, sachant la main c'est celle de production. On va dire que c'est pas hyper intéressant pour les développeurs de récupérer la main, c'est plutôt occasionnel. On va essentiellement travailler sur la develop, puisque c'est elle qui a le tronc commun qui va bouger de manière très intensive. Alors, pour ça, vous pouvez faire les 3 petits points et tout simplement je veux définir cette branche en tant que branche de comparaison et cette branche en tant que branche par défaut. Alors pourquoi je mets aussi la compare sur la develop? Eh bien tout simplement, la plupart du temps on va créer des nouvelles branches pour travailler sur des fonctionnalités et puis on va vouloir comparer cette branche qu'on a créée qui provient de develop, on va vouloir la comparer avec develop. Donc ça a plus de sens de mettre compare au niveau de develop, parce qu'on va souvent comparer nos branches avec develop. Ensuite, pour terminer cette introduction, on va regarder comment on va positionner la protection des branches. Au niveau de cette protection là, vous pouvez faire branche security directement. Et ici, au niveau de la branche develop, vous pouvez attribuer un ensemble de policies, de
sécurité. Donc là, on va vraiment jouer avec la permission au niveau des groupes. Et généralement, dans un git flow, quand on souhaite protéger une branche develop, eh bien, tous les utilisateurs qu'on va ajouter au projet vont être des contributeurs. C'est le groupe qui permet en fait de travailler sur le projet, de réaliser des pushes. Et ces contributeurs, on peut voir qu'ils ont un ensemble de permissions qu'on va venir modifier. Est-ce qu'ils ont le droit de bypasser les règles en vigueur lors des pull requests ou lors des push? Alors, les règles en vigueur, on va les voir juste après. On va venir configurer certaines de ces règles. Eh bien non, il va pas falloir qu'ils bypassent ces règles. Est-ce qu'ils ont le droit de contribuer? Effectivement oui, sinon ils vont pas faire grand chose. Est-ce qu'ils ont le droit d'éditer les policies? Donc les policies, c'est ce qu'on est en train de réaliser au niveau des groupes. Donc non. Ça, ce sera les admins ou certaines personnes attribuées. Est-ce qu'ils ont le droit de réaliser des force push? Donc en gros, au niveau de Git, vous avez la possibilité de rajouter un certain nombre d'attributs lorsque vous faites vos push qui vont vous permettre de réécrire l'historique, de supprimer des branches, de créer des tags, etc. Donc ce sont des opérations qui peuvent être destructrices. Réécrire l'historique, une fois que c'est réalisé, ce qu'il y avait avant, c'est perdu. En tout cas sur le serveur. Du coup, on va désactiver ça parce que ça doit rester des cas très anecdotiques. Par exemple, je veux supprimer un tel fichier de l'historique absolument parce qu'il contient une connexion à la production et du coup on ne veut pas qu'elle soit visible dans l'historique de Git. À ce moment-là, on va peut-être effectivement réécrire l'historique, mais ça doit rester peut-être des choses à réaliser pour un tech lead ou des personnes peut-être attribuées et seniors. Manager les permissions, pareillement, on va pas le réaliser. Alors, effectivement, manager les permissions, c'est ce que je suis en train de faire ici. Et éditer les policies, c'est ce qu'on va voir quand on va créer les policies au niveau des branches. Et enfin, la possibilité de supprimer les locks des autres utilisateurs. Donc voilà, quand ils font des avancées, quand il y a des choses qui sont réalisées au niveau des commits, on peut les locker. Et à ce moment-là, on peut aussi, on a la possibilité de réaliser ça pour d'autres utilisateurs, de les supprimer ces locks. On va les supprimer. On va empêcher cette permission. Alors cependant, il faut quand même que certaines personnes soient habilitées à réaliser ce genre de modifications. Donc, ce qui est génial, c'est la possibilité de pouvoir configurer vraiment par personne cet ensemble de règles. Et donc on va dire que pour vos tech leads, votre équipe un peu senior, vous allez augmenter le niveau de possibilités pour qu'ils soient plus à l'aise et que eux puissent venir réaliser des actions, déverrouiller des problèmes pour d'autres développeurs. Voilà, une fois qu'on a réalisé cette branche policy, alors là j'ai effectivement réalisé sur la dev, il faudra aussi la réaliser sur la main, ou bien vous pouvez passer dans Project Settings, Repository, vous cliquez Policies, Sécurité, et donc là, hop, on va venir appliquer ça d'un point de vue global. Et c'est quand même mieux de le faire d'un point de vue global pour la sécurité. Pour les policies, par contre, ça va être différent. Les policies, on va venir sélectionner une branche. On va prendre la branche Develop, celle la plus complète. Et forcément, apparemment, j'ai pas le droit de réaliser les modifications des policies. Par contre, sur la main, je peux. Effectivement, il va falloir que je change mes droits. Bon, là, dans le cadre de la vidéo, je vais quand même continuer sur la branche de main.
je m'attribuerai les droits pour la branche de dev. Alors, configurer un minimum de relecture. Ça, je conseille fortement de le cocher. Mettez 1 ou 2 suivant la taille de votre équipe. Si vraiment votre équipe est de 1, 2, 3 personnes, c'est peut-être pas nécessaire. Ce qui va être intéressant de rajouter au niveau des relectures, la possibilité que celui qui a réalisé l'APR puisse approuver ses propres changements. Cela le force en quelque sorte à faire sa propre relecture de code. Interdire donc ça permet d'interdire à la dernière personne qui a commit au niveau de l'APR d'approuver ses propres changements. Si vous avez l'utilité, vous pouvez cocher. Alors ça c'est très permissif, ça permet d'indiquer que ok, on va quand même réaliser la complétion même si les relecteurs votent en attente ou que ce soit rejeté. Donc, même si des gens disent ok c'est rejeté, on va quand même pouvoir clôturer l'APR. Donc bon, ça c'est vraiment suivant la seniorité et les besoins de votre équipe. Si vraiment vous avez besoin de plus de flexibilité, vous pouvez la cocher. Et enfin, quand il y a des nouveaux changements, vous pouvez, je coche effectivement cette option ou cette option généralement. Ça permet de réinitialiser les votes. Alors, quand par exemple il y a 2 lecteurs, ils vont indiquer au niveau de la pull request j'accepte, j'attends ou je rejette. C'est ce qu'on appelle des votes. Et donc ici, on va dire que quand il y a un lecteur qui a dit ok, j'accepte cette pull request, mais celui qui a créé la branche dit voilà. Et donc pour terminer, reset all approval ou reset all approval, donc ça va supprimer tous les choix qui ont été approval. Reset all code review no vote, ça va resetter même s'il y a eu des reject ou wait, tout sera à 0 à partir du moment où est-ce qu'on a un nouveau push qui a été réalisé. Ensuite, est-ce que vous voulez forcément lier des pushs avec des work items? Donc ça c'est très personnel, généralement en best practice on laisse required. Est-ce que vous voulez résoudre à chaque fois que des reviewers réalisent des commentaires sur des parties de code ou de manière générale, est-ce que vous voulez que ces commentaires soient résolus avant que la pull request puisse être acceptée? La bonne pratique, c'est effectivement de marquer require. Ça permet d'éviter à ce que certains, une fois que tout le monde a accepté, qu'il y ait certains commentaires qui soient oubliés ou qu'on les a simplement un peu loupés avec la densité de choses qu'on peut avoir à disposition. À ce niveau-là, il faut effectivement cliquer sur approuver au niveau des commentaires pour être sûr que on a bien été informé, on a bien lu ce commentaire. Et enfin, les limites de merge. Donc, quel type de merge vous allez autoriser sur cette branche? Alors, généralement, je laisse basic ou squash merge. Les rebase, je suis pas extrêmement fan des rebase. Ça permet d'avoir un historique Git très verbeux puisqu'ils vont copier l'intégralité des commits lors du merge dans la branche cible, tandis que le basic merge ou le squash merge, c'est vraiment celui qui a l'historique le plus simple et le plus propre, puisqu'il va créer tous les commits vont être fusionnés en un seul fichier, un seul merge, et donc ça va supprimer une partie de l'historique. Le basic merge, on va garder l'historique au niveau de la branche et on va merger uniquement tous les changes dans la branche cible. Les builds de validation, donc ça, on va regarder ça un peu plus tard quand on sera
au niveau des pipelines, mais on peut effectivement directement configurer des builds depuis là. Les statuts check, ça nous permet de faire appel à des services tiers qui vont nous donner un statut. Par exemple, je pense à Sonar pour la qualité de code, des choses comme ça. Bon, vous pouvez rajouter cette étape. Donc ça permet de dire ok, ce statut va être requis en tant que succès pour que la pull request puisse être fermée. Voilà, sinon ça peut être aussi optionnel pour Sonar. Bon, si Sonar dit j'ai peut-être vu des choses, c'est pas très grave, on pourra voir ça plus tard. Et enfin, les automatiques reviewer, donc les lecteurs de code. Alors ça peut être intéressant si vous avez par exemple des tech leads, des personnes qui doivent gérer des équipes. À chaque fois qu'une pull request sera créée, et qu'elle sera donc en attente d'être fermée, qu'elle est en review, cette pull request, eh bien la personne que vous allez ajouter ici sera automatiquement ajoutée dans les relecteurs. Voilà, vous pouvez dire que cette personne-là automatiquement ajoutée, son choix sera optionnel ou requis. Vous pouvez aussi, super intéressant comme option, cibler directement un fichier dans lequel, un répertoire dans lequel cette personne sera mentionnée. Ça peut être super bien si effectivement vous avez à la racine peut-être un front et un back. Vous pouvez ajouter un tech lead front vis-à-vis d'un répertoire spécifique et un tech lead back vis-à-vis du répertoire back. Voilà. Sinon, vous avez peut-être deux projets d'équipe différents pour le front et le back, auquel cas vous pouvez laisser blanc. Et enfin, un message indiquant lors de la PR, voilà, cette personne est le tech lead du projet, et elle est automatiquement ajoutée à la relecture. Voilà, un petit message d'activité. Voilà au niveau de l'ensemble des paramètres configurables au niveau des branches, au niveau des règles. Il y a quand même beaucoup de configuration et de finesse dans ces paramétrages. Et là, ce que je viens de réaliser, c'est uniquement pour la branche main. Si je clique sur Develop, je vais avoir une branche vide. Et donc ce paramétrage, il faut vraiment que je le fasse finalement branche par branche. Et on va le faire uniquement sur des branches qui sont importantes. Main, c'est la production. Develop, c'est vraiment le tronc commun au niveau des développeurs, dans lequel ils vont merger leurs nouvelles fonctionnalités ou bug fix. Donc, voilà, si vous avez d'autres branches principales, c'est intéressant de rajouter ces policies, en sachant que la plus restrictive sera sur la policy de dev. Là, ce que je viens de faire, c'est un peu une policy de dev. Si je devais l'appliquer, cette policy, pour la main cette fois-ci, eh bien, vu que la dev va forcément être mergée dans la main et la main va uniquement recevoir des pull requests de dev, j'ai pas forcément besoin d'avoir de la relecture parce que tout ça, ça a été validé en dev. C'est un peu le système d'un entonnoir. On vient de faire beaucoup de choses en dev, j'ai pas forcément besoin de réaliser tout ça dans la main. Dans la main, je vais quand même forcer, je vais enlever le squash pour vraiment garder l'historique. C'est important pour la main d'avoir ces changements-là. Pareil, ici, je vais peut-être pas cocher tout ça. Ici, peut-être, si vous faites des tâches à chaque fois que vous mettez en production, vous pouvez peut-être laisser cette option cochée. Si c'est pas le cas, pas besoin, on peut décocher. Build, forcément, il y aura une build de liée à la branche de production. Statut check, encore une fois, c'est la même logique. On peut avoir des statuts check dans la develop. Bon, est-ce qu'on remet ça dans la main, sachant que c'est forcément des choses qui ont été testées en develop. Et pareil, les relecteurs, il n'y a pas vraiment besoin. Ici, on est vraiment dans une optique de déploiement quand on arrive sur la main. Donc, on ne veut pas mettre énormément de barrières au niveau du déploiement. Voilà, on peut peut-être,
pourquoi pas laisser une review de manière non obligatoire.